Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce bilan de TLC 2020 et également dans ce stage de décembre 2020, donc dernier stage de l'année puisque nous sommes en décembre. J'ai constaté que les avis étaient partagés concernant TLC, que pas mal de gens l'avaient beaucoup aimé. Je suis dans la position très inconfortable où c'est pas mon cas. Ou c'est vraiment pas mon cas. Vous allez voir, c'est en demi-teinte, il y a des choses que j'ai vraiment beaucoup aimées et d'autres choses que j'ai vraiment pas du tout aimé. Mais on va aller dans l'ordre, on va commencer par le pre-show, on va commencer par le kick-off. On commence donc avec un match 4 contre 4 qu'ils ont ajouté le jour même, sauf erreur de ma part, entre Otis, Chad Gable, Daniel Bryan et Big E contre Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Cesaro et King Corbin. Imagine, t'as une fédération de catch et tu mets Daniel Bryan, Shinsuke Nakamura, Cesaro et Chad Gable dans le kick-off. Écoutez, voilà, hein, c'est ce que c'est. Il y a un autre élément que j'ai pas vraiment compris, c'est Otis et Chad Gable sont plus ou moins en rivalité contre Cesaro et Nakamura. Big E est en rivalité contre Sami Zayn, d'ailleurs ils ont un match cette semaine pour le titre intercontinental de Sami Zayn à SmackDown. Mais alors Daniel Bryan et King Corbin, parce que Corbin il est en rivalité contre les Mysterio, contre Rey Mysterio, Dominic Mysterio et Murphy. Et Daniel Bryan... bon, bah, le match était... inconséquent. Il était fun, il était du mis C. C, ça veut vraiment dire le match était là, quoi. À la fin, Big E a gagné en faisant le tomber sur Sami Zayn, sauf erreur de ma part. Ce qui a d'ailleurs justifié le fait qu'il ait un match pour le titre intercontinental à SmackDown. J'ai vraiment pas grand chose à dire. Il continue d'avancer la storyline de Chad Gable et Otis qui a pas beaucoup de sens parce que une semaine, Chad Gable interrompt Otis alors qu'il s'apprêtait à faire sa prise de finition pour lui dire non, fais pas ça, vas-y, passe-moi le tag et moi je vais gagner. Et ils perdent. Et après, Chad Gable fait non, mais là, tu m'as écouté alors que t'aurais dû penser par toi-même. Je t'ai dit de faire quelque chose et il aurait fallu que tu aies la présence d'esprit de te dire je ne vais pas le faire. Donc moi je me dis ok bon, c'est marrant, Chad Gable, c'est le prof qui est arrogant, qui reconnaît pas ses erreurs, enfin voilà, c'est un personnage, au moins c'est un personnage quoi pour Chad Gable. Et la semaine suivante, ils ont fait le même spot, Chad Gable a dit attends, fais pas ta prise de finition, là, fais un suplex plutôt. Otis va pour faire un suplex sur Shinsuke Nakamura, Nakamura le renverse le suplex, je me dis d'accord, Nakamura va faire un tombé, il va gagner. Non, Otis se sort du tombé, il arrive à porter une autre prise de finition sur Shinsuke Nakamura et gagner. Et du coup je me dis du coup c'est quoi l'histoire? C'est que Chad Gable donne de mauvais conseils à Otis et que à cause de ça ils perdent ou Gable donne les bons conseils à Otis mais il les suit pas et il gagne quand même. Bref, ce que j'ai écrit à l'un d'entre vous sur Facebook, c'est je me donne vraiment du mal pour essayer de vous intéresser au catch et de vous montrer que le catch ça peut être quelque chose de vraiment très sympa, de vraiment très engageant. Et la WWE met autant d'efforts, sinon plus, à montrer que le catch c'est vraiment de la grosse daube et que ceux qui le regardent sont vraiment des connards, des abrutis. Et du coup, c'est pas évident. Des fois, j'ai un peu l'impression de me battre contre la WWE pour le catch. Mais bon, écoutez, le match était pas mauvais. Le match était marrant. La carte s'est ouverte sur Drew McIntyre contre AJ Styles pour le titre de la WWE. J'ai beaucoup aimé ce match parce qu'il a été construit de façon assez intelligente. AJ Styles savait qu'il pouvait pas battre Drew McIntyre en force pure. Du coup, il s'en est pris à son genou. Si Drew McIntyre pouvait pas tenir debout, il pouvait a fortiori pas monter à une échelle pour décrocher le titre. Et je me dis, c'est une stratégie intelligente de la part d'AJ Styles. Et le moment où le suspense est vraiment monté d'un cran, c'est quand, comment il s'appelle, The Miz a encaissé sa mallette Money in the Bank, au moment où AJ Styles et Drew McIntyre étaient HS. Alors évidemment, The Miz met 50 ans à monter l'échelle, du coup Drew McIntyre arrive à l'interrompre. Non, c'est pas Drew McIntyre, c'est Omos, le garde du corps de AJ Styles qui l'interrompt, qui prend The Miz comme si c'était un bébé. The Miz qui ne se défend pas, qui se débat un peu mais qui se défend pas, et Omos le laisse tomber à travers une table à l'extérieur du ring, bon, ok. Et à partir de là, il a commencé à y avoir un vrai suspense. L'angoisse de se dire, est-ce que la WWE vont faire une connerie? Le suspense était autour du booking, c'est genre, non, ils vont pas faire ça, Fallait que Drew McIntyre gagne, c'était plus ou moins acquis, mais il y a plusieurs moments où The Miz et AJ Styles étaient vraiment très très proches de la mallette et Drew McIntyre
était à terre, et puis Drew McIntyre il a fini par faire le match sur une seule jambe parce que AJ Styles n'arrêtait pas de s'en prendre à son genou. Bref, ils ont réussi à vraiment construire un suspense autour de ce match. C'est quand même un peu dommage que le suspense tourne autour de non, la WWE ne prenez pas une décision de con. C'est la possibilité très réelle, pas que AJ Styles gagne ou que The Miz gagne, mais que la WWE prenne une décision débile. Ça, c'était une possibilité tout à fait envisageable. J'ai mis B+ à ce match parce que j'ai trouvé le suspense vraiment très... ça a fonctionné, quoi. Ça a fonctionné, j'ai vraiment été investi dans le match. J'ai vraiment été investi pour Drew McIntyre, du coup. Peut-être pas de la meilleure des façons, c'est-à-dire que j'aurais préféré ne pas avoir peur d'être déçu, quoi. Quand on va parler du match Kevin Owens contre Roman Reigns, vous allez voir, c'est une approche un peu différente. Mais voilà, j'ai trouvé le match assez chouette. On va continuer sur la carte, mais ce match-là était très bien. Ah, Sasha Banks contre Carmella. Bon... J'ai un vrai problème avec ce match, je lui ai mis C+. Pendant tout le match, il était plutôt dans la catégorie B, c'est-à-dire c'était un bon match. Je trouve que Carmella a vachement progressé. Elle n'est pas tout à fait au niveau de Sasha Banks, parce que Sasha Banks est vraiment très bonne. Mais Carmella s'en sort vraiment très bien. Elle donnait pas l'impression de perdre pied, quoi. Mais il y a deux trucs qui m'ont un peu frustré dans ce match. D'une part, le sommelier de Carmella, qui s'appelle Reginald, je crois, il est intervenu 2 fois dans le match, sous les yeux de l'arbitre. Ça aurait dû causer une disqualification 2 fois, ça l'a pas fait. C'est le genre de truc qui me saoule, parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le catch, étant donné que c'est pour de faux, le respect des règles, c'est essentiel. Si on respecte pas les règles, qu'est-ce qu'on regarde? Et deuxième truc, j'ai vraiment pas beaucoup aimé la fin, j'ai trouvé que ça a été un petit peu, j'allais dire abrupt. C'est pas le temps que je fais que ce soit abrupt, c'est le fait que ce soit à l'opposé du personnage de Carmella. Carmella, sa dernière promo à SmackDown, qui a assez augmenté la hype que j'avais pour ce match, où globalement Carmella disait Sasha Banks est une meilleure catcheuse que moi, ça fait aucun doute. Sasha Banks est plus douée que moi sur le ring, mais Sasha Banks n'a pas quelque chose que j'ai, c'est la mentalité. Et c'est pour ça que je vais gagner. Et je me dis, ça se défend. Ça se défend, parce que c'est vrai que Sasha Banks, historiquement, elle perd son titre très rapidement, généralement, quand elle gagne un titre, elle le perd très rapidement. Et du coup, tu peux jouer là-dessus, tu peux dire, c'est parce qu'elle gère pas la pression d'être championne. Bon, ça peut être intéressant, effectivement. Si Carmella est ce personnage calme, froid, devant Sasha Banks, qui perd patience et qui fait des erreurs, ça peut être très chouette. Et à la fin du match, Carmella a commencé à perdre patience, à s'énerver contre Sasha Banks, et c'est ce qui a fini par lui coûter la victoire. Et je me dis, c'est quand même couillon, le personnage que vous aviez écrit pour Carmella, que vous aviez développé pour Carmella, c'était exactement l'inverse. C'est pour ça que je suis descendu encore d'une note, je suis passé de B à B- et de B- à C+, parce que c'est quand même vraiment dommage, quoi, de pas respecter la caractérisation qu'ils ont fait pour ces personnages-là. Ensuite, nous avons un bon match avec un bon résultat, j'ai bien aimé. Hurt Business avec MVP contre le New Day pour les titres par équipe de Raw. Je lui ai mis un B, parce que le match était vraiment très chouette. Le Hurt Business sont vraiment excellents. En particulier Cedric Alexander, mais pas seulement. J'ai failli, vous allez voir quand on parlera des points bonus à la fin, j'ai hésité à mettre des points seulement à Cedric Alexander, mais je les ai mis pour les deux parce que Shelton Benjamin, à un moment donné, Kofi Kingston allait faire sa double descente de la cuisse, et j'ai l'impression que Shelton Benjamin est passé de allongé par terre à debout avec Kofi en position de powerbomb pendant que Kofi sautait. C'est-à-dire que quand Kofi a commencé à sauter, Benjamin était encore par terre. C'est vraiment, Kofi s'est levé, enfin Kofi a sauté, le temps qu'il saute, Shelton Benjamin il s'est relevé et il a attrapé Kofi comme ça. C'est très impressionnant Shelton Benjamin sur ce match. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce match, c'est la fin. Shelton Benjamin avait plus ou moins gagné le match, et Cedric Alexander s'est tagué tout seul, c'est-à-dire a fait de lui-même l'homme légal dans le match tout seul. Ça a un peu frustré Shelton Benjamin sur le coup, mais il s'en est vite remis, et ça, je trouve ça très subtil. Parce qu'en général, ce genre de truc, ça veut dire que l'équipe va perdre. Il y en a un qui va gagner, l'autre s'invite, et à ce moment-là, c'est là que l'équipe adverse vole la victoire, parce que c'était un problème de communication dans l'équipe d'en face. Là, non, Cedric Alexander est arrivé sur le ring, a fait son lumbar check sur Kofi, et a gagné le titre pour les deux. Le Hurt Business a gagné de façon clean, et ça je trouve ça vraiment très très chouette, parce que ça établit enfin une nouvelle équipe à Raw. Ce serait bien d'étoffer un peu cette division par équipe de Raw. Mais en tout cas, le match était vraiment très dynamique, et c'est vraiment une fin d'année très très chouette pour le Hurt Business de finir avec 3 champions, quoi. C'est-à-dire Bobby Lashley, champion des États-Unis, et Alexander et Shelton Benjamin sont champions par équipe. Quand on repense au fait que MVP devait juste faire un coucou surprise dans le Rumble cette année, qu'il est resté un peu,
qu'il a fondé le Hurt Business avec Bobby Lashley, voilà, et qu'ils finissent l'année avec 3 des 5 ceintures de Raw. C'est vraiment très très cool. C'est vraiment très très cool et je suis vraiment content pour eux parce que ça a été une excellente année pour le Hurt Business. Je suis pas sûr qu'ils seront dans le top, dans le stage de l'année, mais ça a vraiment été une bonne année pour eux. Ensuite, Nia Jax et Shayna Baszler contre Asuka et sa partenaire mystère. Mais qui cela peut-il donc bien être à la... Charlotte Flair. J'ai mis C- celui-là. Tout le match a été texto tout ce que je reproche à Charlotte Flair. Enfin, pas à Charlotte Flair, au booking de Charlotte Flair. Évidemment, à chaque fois que je dis la WWE a un problème de Charlotte Flair, c'est pas elle, c'est même pas son personnage, c'est vraiment la façon dont le personnage est booké. Tout le match a été construit autour de Charlotte Flair. Alors qu'elle est pas dans l'histoire, quoi. Shayna Baszler, elle est courageuse, elle n'a pas peur de Charlotte Flair. Nia Jax, oh mon dieu, Nia Jax a peur de Charlotte Flair. Elle sait que Charlotte Flair va lui donner du fil à retordre. Asuka, mon dieu, Asuka se fait battre par Shayna Baszler, mais arrivera-t-elle à faire le hot tag à Charlotte Flair? Mais qui c'est qui regarde en coulisses? Bah, Lana, sans doute, vu qu'étant donné que c'est son histoire et que elle est blessée, ça l'empêche pas de regarder le match. Non, c'est Ric Flair, le père de Charlotte Flair. Savez-vous, hein, voilà, 2 fois Hall of Famer, Ric Flair, le père de Charlotte. Et c'était voilà, c'était texto ce que je m'attendais à ce que ça soit, c'est-à-dire Asuka s'est fait bolosser pendant tout le match. Elle a réussi à passer le hot tag à Charlotte. Charlotte a fait le ménage et a fait le tomber sur Shayna Baszler. Voilà, Asuka et Charlotte, rivales de toujours, sont championnes par équipe. Évidemment, Charlotte va vouloir essayer d'avoir le titre de Raw. Personne n'est sorti grandi de ce match. Ni Lana, ni Shayna Baszler qui a pris le tombé, ni Nia Jax qui a peur de Charlotte Flair, ni Asuka qui s'est fait défoncer la gueule pendant tout le match, ni même Charlotte. Ni même Charlotte parce que c'est vraiment une excellente catcheuse, Charlotte. J'ai vraiment envie d'être content quand elle gagne, Charlotte. C'est peut-être la meilleure catcheuse qu'ils ont à la WWE en ce moment. Elle a la technique, elle a le charisme, elle a le personnage, elle a tout. Mais faut pas qu'elle aspire tout le reste de la division. En plus, ce que je disais pendant mes pronostics, c'est Lana a vraiment aspiré toute la division féminine de Raw dans son histoire. Et les titres par équipe, et le titre principal, et Dana Brooke et Mandy Rose aussi qui se sont fait agresser par Jax et Baszler. Voilà, tout a été aspiré dans l'histoire de Lana. Et au moment du payoff, parce que si ça avait été Lana, j'aurais pas été content, mais ça aurait été logique, et puis ça aurait été mieux, parce que ça aurait été quelqu'un de nouveau, ça aurait été Lana. Bon, c'est pas... il pourrait pousser d'autres catcheuses, ce serait plus intéressant, mais au moins c'est quelqu'un d'autre. Non, je pense que je suis quand même plus content que ce soit Charlotte Flair, mais c'est dans un mouchoir de poche, quoi. Ouais, donc Lana avait aspiré toute la division féminine de Raw. Et à la toute fin, quand vient le temps finalement d'avoir le paiement quoi, de toute cette histoire, Lana, hop, merci d'avoir joué, merci d'être passé à travers une table, c'était super bien, t'as été très mignonne. Charlotte Flair va gagner le titre et Charlotte Flair va avoir le match de PPV et Charlotte Flair a aspiré Lana et ce faisant a aspiré toute la division féminine de Raw. C'est déprimant. Je pense qu'ils auraient annoncé n'importe quelle autre catcheuse en partenariat avec Asuka. J'aurais préféré. Billie Kay aurait été une super idée. Alors d'accord, elle est à SmackDown, mais ça aurait été une super idée parce que Billie Kay, elle est très drôle en ce moment et elle essaye de recruter une partenaire par équipe à gauche et à droite. Ça aurait été pertinent et marrant. Peut-être qu'elles auraient perdu, peut-être qu'elles auraient gagné. Bref. Charlotte Flair, c'était je sais pas si c'était le pire choix ou le deuxième pire choix après Lana elle-même, mais bon, ben, voilà, Charlotte Flair est championne. Ouais. C'est le 114 663e règne de Charlotte Flair. J'espère qu'il sera aussi bon que son 95 673e. Ouais, bon ben voilà. Ensuite, le meilleur match de la soirée en ce qui me concerne, Roman Reigns contre Kevin Owens, pour le titre universel évidemment. Kevin Owens a défoncé la tronche de Roman Reigns d'entrée de jeu. Il l'a pas laissé respirer, il l'a agressé dans un coin, il lui a fait un Rolling Senton dans le coin, un Rolling Senton à l'extérieur du ring, il lui a fait un frog splash des abords du ring à l'extérieur du ring. Là-dessus est arrivé Jey Uso évidemment et Kevin Owens a défoncé Jey Uso parce qu'il était préparé pour ça. Il lui a claqué une chaise autour de la cheville. Donc voilà, Jey Uso hors d'état de nuire et Roman Reigns en a profité pour revenir dans le match directement après. Ils ont réussi à instaurer un suspense. J'ai pas vraiment cru que Kevin Owens pouvait gagner, mais la raison pour laquelle ce match a un A- et pas un A, c'est qu'il y a plusieurs fois où Kevin Owens, il y avait un mauvais timing. Kevin Owens était en haut de l'échelle, il y avait aucune raison pour qu'il fasse pas ça, fluff, et pour récupérer, c'est un scratch sur la ceinture, aucune raison qu'il fasse pas ça pour récupérer la ceinture, et du coup il s'est retrouvé à attendre un peu comme un connard que quelqu'un vienne l'interrompre. C'est la seule raison pour laquelle il y a un A-, parce que tout le reste c'était très très bien construit. À chaque fois Kevin Owens parvenait à revenir,
à être sur le point de gagner. Roman Reigns a été très arrogant et c'est ce qui a failli le perdre. À un moment donné, Roman Reigns était en haut de l'échelle et Kevin Owens était en train de ramper pour essayer de l'empêcher d'atteindre la ceinture. Roman Reigns rigolait en haut de l'échelle, genre mais qu'est-ce que je vais devoir faire pour que t'arrêtes de me faire chier. Il a vachement bien réussi ce spot-là, Roman Reigns. Un spear à travers la barricade, c'est le genre de truc qu'on voit absolument tout le temps. Roman Reigns va pour faire un spear, Kevin Owens l'esquive et Roman Reigns se jette dans la barricade. Là, Roman Reigns y est allé vraiment de tout son cœur. La barricade, elle a explosé à son contact et Kevin Owens a vraiment esquivé au dernier moment. Enfin, c'était vraiment un spot vraiment très bien fait. Ce qui est très très fort et ce qui protège vraiment énormément Kevin Owens dans ce match, c'est que sans Jey Uso et si Roman Reigns ne lui avait pas laté les couilles, parce que c'est le grand truc de Roman Reigns, ça voilà, c'est sa botte secrète dans les couilles. Sans ça, Kevin Owens avait largement de quoi gagner. Moi, ce que j'aurais fait, c'est Kevin Owens parvient à s'en sortir avec Roman Reigns et avec Jey Uso, mais retour surprise de Jimmy Uso, et ça, il s'y attendait pas, et c'est ça qui le fait perdre. Maintenant, Jimmy Uso est sans doute encore blessé, et ça, c'est des trucs à côté desquels on peut difficilement passer. J'ai trouvé qu'ils ont vraiment réussi à établir Kevin Owens comme une menace crédible au règne de Roman Reigns. C'est ça qu'on attend d'un champion, vous voyez, c'est pas Roman Reigns qui profite de Roman Reigns profite de ce match, évidemment, mais Kevin Owens sort grandi de ce match aussi. Non, c'était vraiment un très très bon match. Et le main event, donc Randy Orton contre Bray Wyatt dans un Firefly Inferno match. Je pensais que ce serait un match complètement cinématique, donc j'ai été un peu surpris de voir Randy Orton arriver. Un match Inferno, la seule façon de perdre, c'est que l'adversaire, c'est que tu prennes feu, globalement. N'importe quelle partie de ton corps prend feu, t'as perdu. D'ailleurs, quand le match a commencé et qu'il n'y avait pas de feu autour du ring, je me suis dit... Randy Orton va lui faire un RKO tellement fort qu'il va prendre feu. Il a fini par y avoir des flammes. Il y a Bray Wyatt qui a fait... Il y a eu du feu partout autour du ring, partout. Voilà. J'ai été très surpris de voir Randy Orton débarquer avec une tenue intégrale, avec un jogging qui m'a semblé très inflammable. Et pendant la plupart du match... Je savais pas trop quoi en penser, parce que c'était... j'ai mis D, donc j'ai fini par savoir quoi en penser. Pendant tout le match, je savais pas trop quoi en penser, parce que c'était semi-cinématique. L'essentiel se passait pendant un match comme un match normal, et puis des fois, il y avait des spots qui étaient très maladroitement mis en scène, genre The Fiend qui va chercher l'ancien siège à bascule de Bray Wyatt et qui l'arrose d'essence et qui fait une traînée d'essence, qui a assis Randy Orton dessus. Et là, on a un plan super serré sur Bray Wyatt, puis un plan sur Randy Orton, puis qui change complètement la mise en scène du match. Tu te dis d'accord, donc ça a été enregistré avant, très bien. Qui allume la traînée, t'as le fauteuil à bascule qui prend feu, mais en fait il y a tellement de changements de plan que au niveau du rythme ça va pas. Tu te dis attends, j'ai vu que le feu il allait plus vite que ça, ça marche pas. En fait j'ai à peu près le même avis, mais en pire que sur le Greatest Wrestling Match Ever, vous savez le match... Randy Orton contre Edge, trop d'éléments qui te sortent du match, et là en plus il y avait tout l'aspect semi-surnaturel de The Fiend, c'est-à-dire que The Fiend c'est un personnage de deux choses l'une, soit c'est un vrai catcheur, soit c'est un personnage surnaturel. On a établi que c'était un personnage surnaturel, ok, à ce moment là c'est pas un vrai catcheur, il ne peut pas perdre ce genre de match. C'est lui qui a invoqué les flammes ne peuvent pas le toucher, il est invulnérable. C'est pas qu'il doit gagner, c'est qu'il ne peut pas perdre. C'est comme si tu faisais un match entre Mohamed Ali et Superman. Il me semble qu'ils ont fait un match Mohamed Ali contre un super-héros, je sais plus lequel. Mais voilà, un match Mohamed Ali contre Superman, Superman gagne, point. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Donc The Fiend a perdu, parce que The Fiend a fait une mandible claw sur Randy Orton, et Randy Orton s'est retourné pour foutre Bray Wyatt dans le feu. À un moment donné, The Fiend a sorti une pioche, et je me suis dit, mais c'est quoi le délire? Si jamais il le tue, il a gagné ou il a perdu? Ça joue sur tout le concept même de catch. C'est-à-dire, les gars font semblant de se battre, ok. Mais quand ils en sont à faire semblant de se tuer, bah là c'est le moment où t'arrêtes d'y croire. C'est le moment où ça fonctionne plus. Quand The Fiend a sorti une pioche, je me suis dit, ouais bon, bah là ce que je regarde c'est faux. Là ce que je regarde c'est pas possible. The Fiend se téléporte, je me dis ok cool, il a des pouvoirs surnaturels. The Fiend sort une pioche pour essayer de piocher Randy Orton, et je pensais que ce serait la dernière fois que je me pose ce genre de questions. Bray Wyatt brûle, enfin Bray Wyatt voilà, sa veste prend feu. Chapeau d'ailleurs à Bray Wyatt pour avoir fait ce spot là, parce que ça a dû se faire, voilà, sa veste a brûlé. Ses dreads ont dû brûler un peu aussi, à son pantalon qui a pris feu un peu. Il est retourné sur le ring en feu quoi. Pas totalement en feu, mais quand même en feu. Et Randy Orton lui a fait un RKO. Le spot était très cool d'ailleurs. Le visuel, quoi. Le visuel de Bray Wyatt en feu avec sa main dans la tronche de Randy Orton et Randy Orton qui fait un RKO sur
Bref, c'était très chouette. Là-dessus, Randy Orton va chercher de l'essence, met de l'essence sur The Fiend, craque une allumette et lui fout le feu. Évidemment, tout le monde a vu que c'était un mannequin, que c'était un mannequin qui avait pris feu. Je veux dire, évidemment, quoi. Le mannequin était même pas suffisamment bien fait pour qu'on se dise waouh, on dirait vraiment que c'est The Fiend. Non, c'était cramé, quoi, que c'était un mannequin. Cramé. Et du coup, je me dis bon, alors on dit quoi? On dit quoi? On dit Randy Orton vient de tuer quelqu'un parce que Braun Strowman, il a été suspendu pour avoir mis un coup de boule à quelqu'un. Donc Randy Orton, on fait quoi? Il va en prison? Ou alors on dit que le Fiend est surnaturel et à ce moment-là, quelles conséquences, quoi? Et en fait, j'ai passé plus de temps en dehors du match que dans le match. C'est très symptomatique de la WWE, il y avait des moments cool, mais en termes d'histoire, en termes de cohérence, en termes de crédibilité, surtout en termes de crédibilité, ou de vraisemblance si vous voulez, c'est très flou, quoi. On est dans le flou total. Si Finn a le pouvoir de se téléporter, pourquoi il s'est pas téléporté? Tu établis des règles, tu les suis. Les règles sont vraiment pas claires, quoi. C'est vraiment... ça a vraiment été le problème de ce match et de cette rivalité en général. Bilan, pire PPV de l'année, à l'exception de Super Showdown évidemment. Pas loin derrière Payback. Pas loin derrière Payback, mais très handicapé par un main event voilà, que j'ai trouvé vraiment décevant. J'ai mis 6 points pour les stats mensuels et annuels. J'ai mis 6 points à Kevin Owens. 5 points à Drew McIntyre, 4 points au Hurt Business, donc comme je vous disais, je voulais les mettre seulement à Cedric Alexander, mais je me suis dit Shelton Benjamin, il était vraiment très très bon aussi. 3 points à Roman Reigns, 2 points à Charlotte Flair, ça l'a réétabli quoi, c'est elle la championne, c'est elle la superstar, c'est elle la reine, bon bah voilà, c'est elle. Et 1 point pour le New Day, parce que je les ai trouvés vraiment très très bons dans leur match. Et c'est tout pour TLC, on va passer au stage de décembre. Le stage de décembre, donc comme vous le savez, comme tous les mois, pour le dernier PPV du mois, je vous présente les 10 catcheurs qui ont marqué le plus de points dans le mois qui vient de s'écouler, et les 5 catcheurs qui ont le plus régressé depuis le dernier PPV, et les 5 catcheurs qui ont le plus progressé, à l'exception de ceux qui ont été les meilleurs du mois. Et voilà, c'est ce qu'on fait. À la 10e place du classement mensuel de décembre, nous trouvons AJ Styles qui a été bien dans sa rivalité avec Drew McIntyre. Le match de TLC a beaucoup aidé. AJ Styles est très très bon. Il a même réussi à sauver plusieurs segments de Miz et Morrison qui sont péniblement pas drôles en ce moment. Donc voilà, 10e place pour AJ Styles. 9e place pour Drew McIntyre, celui qui a été son rival ce mois-ci et celui qui a été le champion de l'année, hein, vraiment Drew McIntyre. Un peu comme MVP et le Hurt Business, il a commencé l'année en beauté, puis il a maintenu un standard de qualité pendant toute l'année. À la 8e place, je suis content de vous parler de lui, nous avons Leon Ruff, le jobber qui pouvait. Est-ce qu'il sera dans le stage annuel? Ça m'étonnerait beaucoup. Mais voilà, il a eu un très bon match avec Damian Priest et Johnny Gargano à TakeOver War Games, où il a perdu son titre nord-américain. J'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup l'histoire de Leon Ruff. C'est dommage que le choc de sa victoire ait été diminué par d'autres chocs qu'il y a eu dans l'année. Ça pourrait être un candidat pour le moment choquant de l'année, quoi, si vous voulez. S'il n'y avait pas eu le retour de Sting, s'il n'y avait pas eu Kenny Omega qui se barre à Impact, s'il n'y avait pas eu le retour de Edge en janvier, s'il n'y avait pas eu Roman Reigns qui fait un heel turn 5 ans trop tard. Bref, Leon Ruff a été une de mes storylines préférées de l'année, je pense. À la 7e place, quand on parle du loup solitaire, nous avons Sting, pas King Corbin, hein, parce que le loup solitaire c'est aussi le surnom de King Corbin. Sting, comment traduirait vigilante en français? Le justicier solitaire, truc comme ça. Sting qui a fait son grand retour à AEW, qui laisse sous-entendre une rivalité soit avec Cody, soit avec Darby Allin. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Sting à AEW. Je pense qu'il y a moyen que ça soit très très bon. J'aime beaucoup Sting. Quand j'ai commencé à suivre le catch, la WCW n'existait déjà plus. Donc j'ai juste vu des images d'archives de Sting et je comprenais pas très bien ce que c'était la WCW parce que je suivais que la WWE et du coup j'étais un peu perdu. Mais je me disais mais c'est qui ce catcheur? Il est vraiment trop cool. Et donc voilà, Sting a débuté à AEW et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont. Je le trouve très très cool. Et à ceux qui disent il a 61 ans, qu'est-ce que tu veux qu'ils en fassent? Je réponds mon doigt. À la 6e place, nous avons Pete Dunne. Excellent match à TakeOver War Games, évidemment, suivi d'un peut-être le match du mois contre Kyle O'Reilly pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre de NXT de Finn Balor. Et ils s'affronteront cet aspirant numéro 1 et
Finn Balor lors de l'épisode spécial de NXT New Year's Evil. Mais Pete Dunne n'a pas gagné ce match-là, c'est Kyle O'Reilly qui l'a gagné, donc Pete Dunne n'est qu'à la 6ème place. Je spoil pas tout à fait, mais pas loin. À la 5ème place, nous avons Raquel Gonzalez. En un mois, j'ai changé totalement de perception sur Raquel Gonzalez. Vous m'auriez demandé il y a un mois et demi, 2 mois, je vous aurais dit, elle est bien, mais elle est un peu verte, elle est pas... Alors, disons qu'elle est grande et costaud, et niveau grande et costaud, il y a Rhea Ripley qui est infiniment mieux. C'est l'armoire à glace qui accompagne Dakota Kai, quoi. Elle a gagné le match War Games pour son équipe, et ça l'a totalement légitimé. J'ai presque envie de voir Raquel Gonzalez battre Io Shirai. Si vous m'aviez dit que j'aurais pensé ça le mois dernier, je vous aurais jamais cru. Excellente progression pour Raquel Gonzalez. Elle a totalement revitalisé son personnage. Je sais pas si elle s'est améliorée sur le ring ou si je laisse passer plus de trucs, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui se passe. Ce que je sais, c'est que je suis vraiment à fond derrière Raquel Gonzalez. Je la trouve, ce mois-ci, je l'ai trouvée vraiment excellente. Et j'espère que ça portera ses fruits. Elle va forcément avoir un rematch là contre Rhea Ripley parce qu'elles se sont déjà affrontées et Rhea Ripley a gagné. J'espère qu'elles se affronteront une nouvelle fois et que Gonzalez gagnera cette fois-ci. À la 4ème place, nous avons... Ça a été sa saison. Si ça n'a pas été son année, ça a été sa saison. Roman Reigns, le champion universel, le chef de la tribu, le chef de ta tribu. Il est brillant, hein. Il est brillant. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Je pensais pas qu'un heel turn lui ferait du bien à ce point-là. C'est plus que trouver un nouveau souffle à son personnage, c'est vraiment trouver un nouveau personnage, quoi. Il a trouvé la brèche dans laquelle il pouvait se permettre d'être aussi bon qu'il l'est, quoi. Et c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de le voir catcher, c'est un vrai plaisir de le voir parler. Il fait d'excellentes promos, Roman Reigns, une renaissance. À la 3ème place, nous avons Kevin Owens, qui a toujours été constant et bon pratiquement toute l'année, mais en sous-texte. C'est-à-dire, il a commencé l'année avec sa rivalité avec Seth Rollins, dans laquelle il a été très très bon et qui a culminé à WrestleMania et durant lequel il a battu Seth Rollins 2 fois. Et il finit l'année dans une rivalité avec Roman Reigns où il est encore une fois vraiment excellent. Voilà, très bonne année pour Kevin Owens aussi. À la 2ème place, nous avons Kenny Omega, dont je pensais vraiment qu'il serait à la première place ce mois-ci, mais j'avoue avoir été un peu déçu des suites de AEW Winter is Coming, parce que je pensais qu'il y aurait des conséquences, directes, plus marquantes. C'est-à-dire que Kenny Omega a gagné le titre de AEW et s'est barré à Impact. Je me dis, wow, ok, très gros morceau, quoi. Énorme news. La semaine suivante, Kenny Omega dit parce que je suis très bon, voilà, et je veux tous les titres du monde maintenant. Oh. Ça m'a un peu refroidi. Je pensais, je sais pas ce que j'attendais, mais je suis. Alors Kenny Omega fonctionne très bien. C'est un bon heel. C'est pas le meilleur. Je suis beaucoup plus hypé par Roman Reigns que par Kenny Omega. Mais voilà, ça fonctionne. Cet épisode-là, en tout cas, était vraiment excellent. Le match qu'il a eu contre Joey Janela était bien aussi. Je suis très fan de son entrée. Mais ça, c'est moins lui que Justin Roberts. À chaque fois que Kenny Omega fait son entrée, Justin Roberts évoque la Caroline du Nord, mais à chaque fois par des moyens détournés qui n'ont rien à voir avec Kenny Omega. Genre, il y a un épisode où Kenny Omega est arrivé en hélicoptère et Justin Roberts dit et maintenant, il est champion de AEW depuis 14 jours. Il est le seul homme à avoir fait le tomber sur Jon Moxley cette année. Il est venu en hélicoptère, ce qui fait qu'il a survolé la Caroline du Nord. Et à chaque fois, il insiste sur la Caroline du Nord, alors que ça n'a rien à voir, quoi. Des fois, une fois, il a fini par... il est né et il a grandi à 1300 km au nord-ouest de la Caroline du Nord. Et je trouve... moi, ça me fait beaucoup rire. Je sais pas si ça fait référence à quelque chose de précis, ou si c'est juste totalement random qui parle de la Caroline du Nord, mais bon, moi, ça me fait beaucoup rire. Et à la première place, peut-être ma révélation de l'année. Dans le sens où c'est un catcheur que je connaissais pas. Kyle O'Reilly. C'est un catcheur que je connaissais déjà d'avant, mais j'avais jamais fait gaffe à quel point il était génial. J'avais fait gaffe qu'il était marrant. Pour moi, c'était le plus marrant de l'Undisputed Era. Je me demande si c'est pas le meilleur membre de l'Undisputed Era. Je le trouve meilleur que Roderick Strong, dans sa façon de catcher, dans son personnage, dans ses promos, et je me demande même si je le trouve pas meilleur qu'Adam Cole. Alors qu'Adam Cole est vraiment excellent. Voilà, révélation pour moi, Kyle O'Reilly, ces derniers mois. Et donc il a eu évidemment ce match contre Pete Dunne, mais cette fois, lui, il l'a gagné, et il affrontera Finn Balor à New Year's Evil. Est-ce que je veux voir Kyle O'Reilly gagner? C'est compliqué parce qu'il y a Karrion Kross qui vient de revenir, et le champion de la NXT, qui que ce soit à la fin de New Year's Evil, son temps est compté, quoi. Karrion Kross va récupérer la ceinture vraiment très vite. Peut-être que je préfère que ce soit Finn Balor qui la garde, parce que si c'est pour que Kyle O'Reilly fasse un règne
de mois, ça vaut peut-être pas le coup. Hashtag Kifli. On va passer aux pires régressions du mois, si vous le voulez bien. Si vous le voulez pas, on va passer aux pires régressions du mois quand même. On va commencer avec Nikki Cross. J'aurais peut-être pu regarder ce qu'ils ont fait ce mois-ci, histoire de pouvoir vous détailler pourquoi ça régresse. Nikki Cross, qu'est-ce qu'elle a fait? Il me semble qu'elle a juste eu un match avec Alexa Bliss. J'ai oublié de dire ça. Alexa Bliss, elle a pas du tout été un facteur dans le match Randy Orton contre Bray Wyatt. Disparu. Alexa Bliss, elle a disparu. Bref. Nikki Cross, elle a donc eu ce match, je crois, ce mois-ci, hein, contre Alexa Bliss. Excusez-moi, je vérifie. J'aurais dû vérifier ça avant. Ah non, Nikki Cross, elle a rien fait du tout. Nikki Cross, elle a rien fait du tout ce mois-ci. C'est peut-être pour ça qu'elle est dans les pires régressions. C'est possible, ça. Donc, ça, c'est fait. À la 4e place des pires régressions, nous avons Lindsay Dorado et Grand Metalik. La 4e équipe de Raw. Je vous ai dit, ils ont 4 équipes à Raw. Alors, il y en a qui m'ont dit, ils ont les Viking Raiders. Oui, mais les Viking Raiders, il y a Ivar qui est blessé. Donc, il y a la 4e équipe à Raw et ils font rien. Ils font que courir après le titre 24/7 de R-Truth. Tristesse. L'entrée suivante dans les pires régressions du mois aurait dû être Brody Lee. J'enregistre ce passage le 27 décembre et là on a appris cette nuit, là dans la nuit du 26 au 27, que Brody Lee est décédé d'une infection respiratoire qui n'a rien à voir avec la Covid-19. Du coup j'ai pris la décision de couper ce que je dis de Brody Lee parce que globalement ça faisait 2 mois qu'il était plus actif à AEW. J'avais cru comprendre qu'il s'était blessé dans le collar match avec Cody. Ça touche, ça fait vraiment mal. C'est il y a parce que je suis revenu dans le catch en 2017 après la storyline avec Bray Wyatt et Randy Orton. La dernière fois que Luke Harper, enfin que celui qui allait devenir Brody Lee, je l'appelle pas par son vrai nom parce que je trouve ça très je trouve ça un peu invasif si vous voulez, je le connaissais pas pour de vrai. Donc Luke Harper qui allait devenir Brody Lee. John Huber son vrai nom, mais voilà. C'était la dernière fois qu'il avait une storyline, c'était la dernière fois qu'il avait eu l'occasion de briller à la WWE. Je suis arrivé après ça, j'ai appris ça après coup. Donc pour moi, Luke Harper c'était vraiment le gars qui était excellent mais qui était pas utilisé à son plein potentiel. Et le gars qui gardait sous contrat pour qu'il aille pas à la concurrence. Il lui faisait rien faire, mais il était là. Il était sous contrat. Alors évidemment, il a fait partie des Bludgeon Brothers avec Eric Rowan. Mais il a vraiment trouvé son personnage en arrivant à AEW en tant que l'Exalted One du Dark Order, le chef du Dark Order, en tant que Mr. Brody Lee. Il a eu un excellent match contre Jon Moxley pour le titre mondial. Il a eu un de mes matchs préférés de l'année contre Cody pour le titre de TNT à Dynamite. Celui qu'il a gagné. Il a écrasé Cody en moins de 7 minutes. C'était très impressionnant. Mais lui-même était très impressionnant. Et il avait enfin trouvé son rythme, quoi. Et la raison pour laquelle je suis vraiment dégoûté, parce que vous m'avez jamais entendu être triste pour la mort de quelqu'un. Ça m'arrive pratiquement jamais. Quand c'est parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir perdu de proche depuis très longtemps. Et quand ce sont des célébrités comme ça, des chanteurs, des acteurs même que j'aime bien, je me dis bon bah j'ai pu expérimenter ce qu'ils ont fait de leur vie. Et c'est ça qui est important quand on a dans un rapport entre créateur et entre public, si vous voulez. C'est quand Charles Aznavour est mort, je suis pas triste parce qu'on aura toujours les chansons de Charles Aznavour. Si Renaud meurt, quand Renaud mourra un jour, je serai pas triste non plus parce qu'il y aura toujours toutes ces chansons. Luke Harper, Brody Lee, c'est un peu différent parce que cette année, j'ai vraiment eu l'impression qu'on me le présentait. Cette année, j'ai eu l'impression de découvrir ce catcheur via ce personnage. Et j'avais la très nette sensation que ses meilleures années étaient devant lui. Que ça faisait que commencer, quoi. Et
Et en plus, ça avait vraiment l'air d'être quelqu'un de bien. Dans un business où il y a tellement de pourriture qui se cachent pas, ou qui se cachent mal, ou de gens qui défendent des pourritures. Le catch, c'est un univers où il y a beaucoup de gens qui sont pas, qui sont de gros nuls, quoi. Mais il y a aussi des gens qui sont vraiment de très bonnes personnes, et vu tout le bien que tous ses collègues disent de lui, alors évidemment il y a des gens dont je m'attendais qui disent du bien de Brody Lee. Il y a Bray Wyatt qui pleure la mort de celui qu'il appelle son meilleur ami. Il y a évidemment il y a Braun Strowman qui a fait partie de la Wyatt Family. Tous ceux qui ont travaillé avec lui, évidemment, je m'attendais à ce qu'ils réagissent comme ça. Mais j'ai vu des hommages d'Alistair Black, de Zelina Vega, de Charlotte Flair, de Stephanie McMahon, de plein de gens qui disent que c'était vraiment quelqu'un qui allégeait l'atmosphère, quelqu'un qui était toujours de bonne humeur, quelqu'un qui faisait des blagues, quelqu'un de bien, quoi, quelqu'un de fondamentalement bien. Tellement de catcheurs qui disent que ils sont là pour sa femme et ses enfants, parce qu'il laisse une femme et 2 enfants derrière. Il avait 41 ans. Mustafa Ali aussi a... Enfin, bref. Voilà, donc j'ai coupé ce passage-là dans la vidéo. Je suis sûr que vous comprendrez. Et parce que je dis vivement qu'ils reviennent, quoi. il manquait au paysage de AEW. Mais il va manquer. Voilà, bon, on retourne à la vidéo que j'ai enregistrée la semaine dernière. Le changement de ton va être un peu abrupt, je suis désolé. Voilà, bonne vidéo. Prenez soin de vous. À la deuxième place des pires régressions du mois, nous avons Charlotte Flair, qui perdait moins de place quand elle n'était pas là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Elle revient et ça gâche tout, même son retour. Donc, oui, elle perd des places. Et puis en plus, c'est tellement Charlotte Flair, quoi, de revenir dans une histoire qui n'est pas la sienne, pour un titre, et de gagner. Même Edge, quand il est revenu, il n'a pas gagné le Rumble, et le Rumble n'était pas pour un titre, quoi. C'est... Bref, vous allez me dire Roman Reigns. Mais non, parce que quand Roman Reigns est revenu, il n'a pas gagné le titre directement. Alors certes, il s'est inséré dans le paysage du championnat, dans le championnat universel, mais bah, il a changé son personnage. Il était devenu heel. Il y avait un intérêt, quoi, que là, Charlotte Flair, il dit, excusez-moi, c'est bon, je suis là, je peux récupérer la ceinture. Bref, c'est pas surprenant. Et la pire régression du mois, et vous allez peut-être pas être d'accord, ça a été Walter. Sachant que Walter, il est un cas un peu particulier parce que il est très peu là. Le parallèle se dresse assez facilement avec Brock Lesnar. La grosse différence, c'est que Walter est là dans un programme qui n'a qu'une heure par semaine. Vu qu'ils construisent plusieurs histoires, faut le temps de les raconter toutes. Et si Walter a pas d'histoire, faut pas qu'il prenne de temps inutilement. Donc souvent, il est pas là. En novembre, il était pas là, par exemple. Et en décembre, il a eu une seule promo qui était nul. A-Kid, le gagnant de l'Heritage Cup Tournament, donc le Heritage Cup Champion, l'a défié. Ce que j'ai trouvé très très drôle, c'est que A-Kid l'a défié, et directement Walter a répondu. Le gars, ça fait 2 mois qu'il est pas dans l'émission, mais qu'il attend qu'on dise son nom en coulisses. Et puis alors au taquet, hein. Dès qu'il a entendu son nom, hey, oh, 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 oh. Et il a fait une promo globalement pour dire t'es nul, tu me battras pas, voilà. Ça n'a pas duré très longtemps et ça c'était pas excellent. La différence avec Brock Lesnar, c'est que Brock Lesnar, quand il fait, disons, quand il est pas motivé, ses matchs sont pas terribles. Que Walter, tous ses matchs, toutes les histoires qu'il a, débouchent sur un match d'anthologie. Contre Ilya Dragunov, contre Tyler Bate, contre Pete Dunne évidemment. Il me semble que contre Joe Coffey, son match était pas mal non plus. Le match à Worlds Collide, Undisputed Era contre Imperium, où d'ailleurs on a eu un petit bout de Walter contre Kyle O'Reilly, ça c'était très très cool. Mais bon voilà, Walter c'est vraiment le catcheur qui monte et qui descend. Donc forcément, quand il monte beaucoup, bah, il descend beaucoup. À la 5e, on va passer aux progressions dans le stage annuel, à l'exception des catcheurs qui sont dans le stage mensuel. Donc si AJ Styles
et c'est le cas, il y en a certains parmi eux qui étaient dans les meilleures progressions. Si AJ Styles, Drew McIntyre, Leon Ruff, Sting, Pete Dunne, Raquel Gonzalez, Roman Reigns, Kevin Owens, Kenny Omega ou Kyle O'Reilly sont parmi les 5 meilleures progressions dans le stage annuel, je les zappe et je parle de ceux qui sont après. À la 5e place, nous avons Candice LeRae, qui a eu un excellent match à War Games et qui en plus fait partie de la faction des Gargano, The Way. Et comme Candice LeRae a plus de place à gagner que Johnny Gargano, ou même que Austin Theory, pas que Indy Hartwell, mais il me semble que Indy Hartwell, elle a pas été présente suffisamment de mois pour être dans le classement, parce que je vous rappellerai les règles du stage annuel quand on le fera, mais il faut avoir été présent 4 mois différents pour pouvoir être intégré au stage annuel, parce que sinon, voilà, celui qui fait... sinon, le pire catcheur de l'année, c'est Santino Marella, quoi, parce qu'il a fait une apparition au Rumble et que ça m'a saoulé, et que voilà. Mais bon, est-ce que c'est intéressant que je fasse ça? Moi, je pense pas. Donc voilà, Candice LeRae, 5e. À la 4e place, nous avons Ricky Starks, qui représente la Team Taz, qui est un peu le Hurt Business de AEW, que je trouve vraiment très très cool. Ils sont plus ou moins en rivalité avec Cody, mais plus ou moins en rivalité avec Sting aussi, et plus ou moins en rivalité avec Darby, enfin, directement en rivalité avec Darby, puisque Brian Cage fait partie de cette Team Taz, et c'est lui le prochain aspirant numéro 1, enfin c'est lui l'aspirant numéro 1 au titre de Darby Allin, le titre TNT, mais Ricky Starks est moins haut dans le classement, donc du coup il grimpe plus, du simple fait de faire partie de cette équipe. À la 3e place, nous avons Shelton Benjamin, parce que je pense que le Hurt Business n'a pas été suffisamment présent en tant qu'équipe sur toute l'année, pour être compté comme une équipe entière, une entrée entière dans le classement dans le stage annuel. Mais oui, c'est l'occasion de souligner que le Hurt Business a fait énormément de bien à la carrière de Shelton Benjamin, quoi. Le gars était perdu, le gars faisait rien. Aujourd'hui, il est champion par équipe et on est content pour lui parce qu'il est dans une histoire qui est vraiment très très cool. Mais je dis Shelton Benjamin, Cédric Alexander faisait rien non plus, et Bobby Lashley, ça commençait à venir. Quand il y a eu le règne de Paul Heyman sur Raw là en début d'année, mais on revient de loin avec Bobby Lashley et ses 3 magnifiques sœurs l'année dernière, souvenez-vous. Donc vraiment le Hurt Business ça fait du bien à beaucoup de gens, et donc notamment à Shelton Benjamin. À la 2e place, nous avons le vrai champion Cruiserweight Jordan Devlin, qui défend la ceinture Cruiserweight à NXT UK. Je trouve ça vraiment très cool, j'aime beaucoup cette storyline. Jordan Devlin a gagné le titre Cruiserweight à Worlds Collide en début d'année, avant la pandémie. Du coup, il s'est retrouvé bloqué au Royaume-Uni avec la ceinture Cruiserweight, et pour faire vivre ce titre, vu que NXT UK a annulé ses représentations, voilà, à NXT, ils ont couronné un champion intérim. Un champion Cruiserweight intérim. Et puis un jour, ils ont décidé de virer la mention intérim du championnat. Du coup, on a 2 champions Cruiserweight. On a Santos Escobar à NXT et Jordan Devlin à NXT UK. Et ça, Jordan Devlin, ça lui plaît pas du tout. Et du coup, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'ai hâte de voir le match Santos Escobar contre Jordan Devlin, et j'espère que Jordan Devlin va gagner, parce que effectivement c'est lui le champion. Et à la première place des meilleures progressions de l'année, c'est pas très surprenant, on a Toni Storm. Pourquoi est-ce que Toni Storm est première des progressions dans le stage de l'année? C'est parce que de tout le War Games féminin, c'est elle qui était le plus bas, étant donné qu'elle est arrivée à NXT relativement tard, elle a pas fait grand chose de son année, du coup elle était relativement basse dans le classement, et les points du War Games féminin l'ont fait progresser de plus de places que toutes ses autres comparses. Donc voilà, je suis pas très fan de Toni Storm. J'ai beaucoup de mal. Je pense qu'elle fonctionne mieux en heel qu'en face. C'est une bonne catcheuse. Là, c'est vraiment juste une question d'appréciation personnelle. J'ai beaucoup de mal. J'arrive pas à être intéressé par ce qu'elle fait, parce qu'elle a à proposer. Mais bon, voilà, c'était le stage mensuel et le stage et les progressions et les régressions dans le stage annuel. Je vais vous donner vite fait les catcheurs qui seraient dans le stage mensuel si j'intégrais pas NXT UK et AEW. Donc les 5 premières places seraient les premières places seraient les mêmes. Donc on aurait Kyle O'Reilly d'abord, Kevin Owens, Roman Reigns, Raquel Gonzalez, Pete Dunne, Leon Ruff, Drew McIntyre et AJ Styles. Donc là on va jusqu'à la 8e place, et à la 9e et 10e place respectivement on trouverait Pat McAfee,
qui est une des grosses révélations de cette année aussi. Et à la 10e place, Io Shirai. Voilà, donc globalement, TakeOver Wargames règne un peu sur le classement mensuel. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous pour alors les pronostics du Royal Rumble et le bilan du Royal Rumble. Je pense qu'on les fera avant le Statch annuel. Moi, je vais commencer à travailler sur le Statch annuel dès que tout sera fini, quoi. C'est-à-dire là, cette semaine compte encore pour le Statch de 2020 et la semaine prochaine compte aussi pour le Statch de 2020 parce qu'il y a plus de jours en 2020 qu'en 2021 la semaine prochaine. Il y a 4 jours en 2023, en 2021, donc la semaine prochaine compte encore pour 2020. Ça fait que je pourrai commencer à travailler sur le Statch annuel qu'à partir du 4 janvier. Ça va être une énorme vidéo, donc il y aura beaucoup de travail. Elle sortira pas avant fin janvier, début février. Je la tournerai probablement dans la première moitié de janvier, mais c'est pas pour ça qu'elle sortira dans la première moitié de janvier. Énormément de contenu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez. Je vous dis ce que j'ai prévu. Tiens, je vous dis ce que j'ai prévu pour le Statch annuel. J'ai prévu de vous parler. Alors évidemment, il y a le classement, il y a les meilleures progressions et les pires régressions par rapport au classement de l'année dernière, les meilleures nouvelles entrées dans le classement, les pires nouvelles entrées excluant NXT UK, parce que du coup je compte NXT UK pour la première fois depuis 2018 où je l'avais compté à moitié, excluant NXT UK parce qu'il y a eu 6 mois où ils étaient pas là, donc ça dérègle un peu le classement. Les 10 meilleurs classements de AEW, les 10 pires classements de AEW, les 10 meilleures femmes, les 10 meilleures équipes, les 10 pires femmes, les 10 pires équipes, les 20 pires, toutes catégories confondues, les disparus, ceux qui étaient dans le classement en 2019 et qui ne sont plus en 2020, les grands disparus qui ont été dans le classement en 2018 et 2019 mais qui n'y sont plus en 2020, les 20 catcheurs et quelques qui seraient dans le classement si je comptais pas AEW, et les 10 meilleurs par saison, comme ça va me permettre de parler de ceux qui ont eu des périodes où ils ont été vraiment excellents mais ça n'a pas suffi sur l'année, les meilleurs à NXT UK, le classement des championnats évidemment comme je le fais d'habitude, le classement des émissions, quelle émission a été la meilleure, quelle émission a été la pire du coup vu que c'est un classement, peut-être les 10 meilleurs PPV de l'année ou peut-être tous les PPV de l'année classés dans l'ordre, et je ferai peut-être un point sur les meilleurs catcheurs depuis 2018. C'est-à-dire ceux qui ont eu un meilleur classement depuis que j'ai commencé à faire les stats annuels. Ça, c'est ce que j'ai l'intention de faire pour l'instant. Si vous avez des idées à rajouter, n'hésitez pas. On va faire une vidéo pentagruélique, donc on peut encore rajouter des idées. C'est le monteur masqué qui va être content de devoir monter tout ça. Bref, en tout cas, moi j'ai hâte de le tourner, j'ai hâte de faire les stats et j'ai hâte de vous la présenter. J'essaierai de faire une vidéo qui sera regardable par les gens qui ne suivent pas le catch, histoire que ça fasse un début de porte d'entrée, on va dire ça comme ça. J'essaierai de faire quelque chose de regardable pour tout le monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour la suite. Très bonne fête de fin d'année. Que la force soit avec vous, j'en sais rien. J'ai pas dit faites pas gaffe au bordel, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Bon. Salut!